Bonjour, donc ce matin, moi je vais juste vous présenter deux amis avec qui j'ai fait un super parcours, un super partage dans le CPES 2021-2023 où on a pu évoluer tous ensemble en amitié et en technique. Donc je vais vous présenter Florence Anceau qui va vous parler de l'analyse de la couleur en prothèse dentaire. Allez Flo. Bonjour à tous, je me présente, je suis Florian Sanso, je suis prothésiste dentaire depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà maintenant 1 an que j'ai créé ma structure qui s'appelle l'Atelier Smile Création. Je suis implanté dans le nord-est de la France à Metz. Et si on se retrouve ici ce matin, c'est pour échanger sur un sujet qui fait peur, que j'ai envie de démocratiser un petit peu. Ce sujet va traiter de la couleur, l'analyse de la couleur en prothèse dentaire. Donc moi, je vais aborder une approche générale des protocoles d'analyse de la couleur de notre métier. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de la couleur en prothèse dentaire? Tout simplement parce qu'en 2021, j'ai engagé une formation qui s'appelle le CPES Céramico-Occlusion, comme Boris l'a dit. Et cette formation nous demande de faire un mémoire. Donc, lors de ce mémoire, je me suis posé la question, avant d'avoir un sujet, quelles sont les difficultés que je rencontre dans mon quotidien? Et la couleur fait partie des difficultés. Comme tout bon céramiste que nous sommes et artisan de la couleur que nous sommes, fait vraiment partie des difficultés que l'on rencontre. Donc j'ai voulu approfondir ce sujet pour me détacher un petit peu du stress qu'on va avoir à la livraison de nos éléments prothétiques, et puis pour mieux comprendre la couleur, parce que malheureusement, dans nos formations actuelles, la couleur c'est un sujet qui est très peu abordé, et pourtant on fait de la couleur tous les jours en faisant de la céramique. Donc merci à vous d'être présents pour partager ce moment ensemble. Entre science, perception et réalité. Alors, entre science, perception et réalité, pourquoi? La science, aujourd'hui, on bénéficie d'outils numériques qui vont nous permettre de contrôler la couleur. La perception, c'est ce que notre œil humain, nous en tant qu'artisans, on va pouvoir réaliser, pouvoir faire de notre propre sensibilité. Et la réalité, c'est ce que le patient va avoir et l'objectivité qu'il va rencontrer lorsqu'on va poser notre élément céramique, lorsque le praticien ou le chirurgien dentiste va introduire l'élément céramique qu'on a fabriqué dans la bouche du patient. Donc moi, dans cette présentation, j'ai fait une petite étude comparative de la couleur. La couleur, c'est quoi? On va faire un petit peu de théorie. La couleur, elle fait partie de notre environnement quotidien. Ici, sur cette illustration, on aperçoit 3 photos prises à différents moments de la journée. Donc on a une photo, la première photo ici sur la gauche, c'est une photo d'un coucher de soleil avec une lumière plutôt ambrée. La seconde photo est aux ocres de Roussillon avec un ciel plutôt nuageux et donc une lumière relativement différente de la première illustration avec des nuages et des éclaircies. Et enfin, on est sur une dernière illustration avec un fond de mer et un ciel totalement dégagé et donc une exposition à la lumière qui est la plus complète possible. Il faut savoir que sans lumière, on n'a pas de couleur. Si on éteint la lumière, ici, tout est noir. Donc la lumière est un élément fondamental dans la réalisation de la couleur. La couleur, c'est également le cœur de notre métier. En tant que prothésiste dentaire, nous recevons quotidiennement des prescriptions de la part des chirurgiens dentistes avec des schémas de teinte. Ces schémas de teinte peuvent être différents. Donc il y a le schéma de teinte très classique où on va avoir une prescription en D2, D3 qui va nous être demandée, qui reste, ma foi, une application liée à l'utilisation des teintiers en cabinet dentaire. Ensuite, il peut y avoir des schémas de teinte un peu plus poussés qui vont faire référence à une analyse et une expertise visuelle du preneur de teinte, en l'occurrence le chirurgien dentiste, qui lui va notamment s'attarder un peu plus sur les détails. Il va nous spécifier ici sur la deuxième photo un noyau
de teinte en A3 avec un collet un petit peu plus orangé vers le A3.5. Et il va avoir à cœur de nous donner les détails de sa propre perception des fêlures blanchâtres, des mamelons colorés vers le orange. Mais en réalité, tout ça, ce n'est que sa propre perception et ce n'est pas la mienne. Et ça ne m'indique pas sur quoi et sur quelle base je vais devoir me diriger pour réaliser ma reconstitution céramique. On peut également faire des analyses de couleurs en dentaire avec des spectrophotomètres. Donc ici, sur l'illustration, on a le spectrophotomètre de chez Vita, le Easy Shade 5, qui a été utilisé parce que dans cette étude comparative, en fait, j'ai utilisé le teintier Vita Classical et j'ai voulu prendre la correspondance dans la même gamme, le spectrophotomètre, pour justement comparer ces teintiers. Sur ces 3 illustrations, on a 3 photos qui sont totalement différentes. Différentes pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que l'impact lumineux, l'impact de la lumière a une incidence fondamentale sur la perception des couleurs. La première illustration, elle nous montre donc une photo prise avec un smartphone au sein du cabinet dentaire. Et celle-ci va faire ressortir des couleurs assez chaudes dues à la lumière. Moi, elle va me donner des indications pour la réalisation au laboratoire. Néanmoins, ça reste totalement subjectif. Enfin, sur la photo du milieu, nous avons une photo qui est plutôt de bonne qualité avec la plaquette de teinte qui est mise en position adjacente par rapport à la reconstitution de couleurs que l'on souhaite faire. Et sur la dernière photo, on s'aperçoit que c'est une photo qui va être un petit peu écrasée par les flashs. Et c'est là où tout l'environnement lumineux prend son importance, puisque la lumière ici va un petit peu disperser les éléments fondamentaux et va un petit peu dissoudre les détails au niveau de la prise de photo. Donc on ne va pas pouvoir se rendre compte réellement. Tout ça, c'est dû en fait à la lumière. On a également la possibilité de faire une analyse visuelle de la photo numérique associée à une carte de calibration. Donc c'est là où en fait l'analyse visuelle associée à la lumière va prendre tout son sens. Pourquoi? Parce qu'ici, la lumière va être calibrée. Grâce à cette carte de calibration, on va pouvoir contrôler l'environnement lumineux dans lequel la photo va être analysée au niveau des couleurs. Un petit peu de théorie pour essayer de comprendre comment fonctionne la couleur. Ici, on a une représentation du spectre du visible. Le spectre du visible, c'est quoi? Ce sont les longueurs d'onde visibles par notre œil, qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. 400 pour des longueurs d'onde de couleur bleue, 800 nanomètres pour des longueurs d'onde de couleur rouge. Tout ce qui se situe en dehors de ce spectre du visible, ce seront des longueurs d'onde que notre œil ne percevra pas, c'est-à-dire les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes et également les ondes radio. La décomposition de la lumière blanche, comme cette photo le montre, c'est quoi? C'est la lumière blanche, déjà, elle va contenir toutes les longueurs d'onde du spectre du visible. Cette décomposition, en fait, elle va se faire au moment où la lumière blanche va traverser un prisme. C'est ce qu'on va appeler la dispersion des longueurs d'onde. Donc ces longueurs d'onde vont se séparer, et à la sortie de ce prisme, vont ressortir les couleurs de l'arc-en-ciel, donc les couleurs du spectre du visible. Ici, on a une illustration qui va nous montrer pourquoi le polo que je porte est vert. Tout simplement parce qu'elle va démontrer l'absorption sélective des pigments primaires et secondaires lorsque les rayons lumineux passent à travers un filtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde qui est verte, qui va venir heurter mon polo, elle va être réfléchie, reflétée, et c'est ce qui va conduire au fait qu'on perçoit la couleur verte sur mon polo, également pour le tapis ici qui est rouge. Dans l'approche physique et psychologique, on a ici une illustration d'un dessin de ma fille. Alors pour vous, c'est un simple dessin qui ne va pas représenter grand-chose. Pour moi, par contre, il y a un lien affectif, il y a une émotion qui va se dégager lors de l'observation de cette image. Donc l'aspect psychologique est également important et déterminant dans la partie analyse et perception et sensibilité de la couleur, parce que vous et moi, on ne va pas regarder ce dessin de la même manière et avec la même sensibilité. Donc chez moi, ça va dégager une émotion qui ne sera pas essentielle et qui ne va pas ressortir chez vous. Ici, on a une illustration du schéma de Munsell. Le schéma de Munsell, c'est quoi? C'est tout simplement un axe qui nous permet de mesurer la couleur dans un aspect tridimensionnel. Donc on a l'axe vertical qui va déterminer la luminosité, qui va de 0 pour le noir jusqu'à 10 pour le blanc. Et ensuite, on a la teinte sur l'axe circulaire et la saturation pour déterminer la chromacité.
La chromacité, la saturation, c'est quoi? C'est la quantité de pigments qu'il va y avoir dans la couleur pour déterminer si la couleur est saturée ou non saturée. À savoir que quand on travaille la céramique, quand on travaille la couleur sur du maquillage ou autre, notre maquillage, plus il va être dilué, moins la saturation elle sera importante et plus on va se diriger vers quelque chose de gris à cause de la dilution. En 1976, il y a la Commission internationale de l'éclairage qui a créé l'espace CIE-LAB. Alors l'espace CIE-LAB, c'est quoi? C'est un axe qui va nous permettre de quantifier arithmétiquement la différence entre deux couleurs, et cela se passe par un calcul qui va s'appeler le delta erreur. Le delta erreur va nous donner quoi comme information? Lorsqu'on a un delta erreur qui est proche de 0, on n'a pas de différence de couleur, et ce delta erreur peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ou même au-delà, et ce qui va représenter au-delà de 5 une très grande différence de couleur. Retenez tout simplement ici que j'ai ici sur cette photo, cette illustration, le chiffre de 2, un delta erreur de 2. Pourquoi? Parce qu'on va le voir par la suite. Le delta erreur de 2 présente une petite différence de couleur. Gardez à l'esprit ce que l'on vient de voir ici. Donc il faut savoir qu'en dentisterie, depuis 1976, le LAB a été incorporé grâce à la Commission internationale de l'éclairage dans la profession. Ce n'est que dans les années 2010-2015 que des pionniers de la profession ont incorporé la méthodologie LAB dans la colorimétrie dans le dentaire. On a eu la chance de recevoir notamment Sacha Hein ici sur le congrès. Donc il faut saluer parce que c'est quand même un des pionniers et une des personnes qui a mis en avant ces possibilités de quantifier arithmétiquement les couleurs dans notre profession. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour Sacha Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une étude de comparaison de la couleur dans le cadre du mémoire du CPES, et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet après avoir fait cette partie théorique et de présentation de la couleur. Donc la première partie de cette étude, elle va nous montrer les résultats d'analyse des teintiers Vita Classical à l'aide des différents moyens d'analyse. Donc les différents moyens d'analyse qu'on va utiliser pour cette étude, ils vont être visuels, spectrophotocolorimétriques et photographiques, et je vais confronter ces trois méthodes. Et ensuite, dans la seconde partie de cette recherche que j'ai réalisée, j'ai utilisé une reconstitution prothétique d'une dent du teintier Vita Classical que j'ai scanné, sur lequel j'ai fait une réduction, pour faire un petit peu de microstratification, pour voir s'il était possible, avec des épaisseurs très fines, de pouvoir obtenir des résultats de couleur. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est beaucoup les industriels qui ont tendance à dicter nos protocoles, notre façon de travailler dans les laboratoires. Et ces dernières années, l'émergence de la microstratification des coffrets de maquillage a été assez importante. Donc on a à disposition, moi je suis un utilisateur des produits, on a à disposition des produits et je voulais vérifier au cours de cette étude la pertinence des produits qui nous sont mis à disposition. Donc je vous présente le teintier Vita Classical qui a été confronté donc à ces trois méthodes d'analyse de la couleur. Donc en premier lieu, j'ai utilisé deux teintiers similaires qui viennent de chez le même fabricant, qui ont été achetés sensiblement à la même époque, à peut-être à 1 mois d'intervalle, le temps que ma réflexion émerge et le temps que je trouve l'idée de comment pouvoir comparer ces deux teintiers. Donc le premier teintier va s'appeler le teintier A et le second teintier va s'appeler le teintier B. Sur le teintier B, on observe quoi? On observe que j'ai remplacé par des numéros l'identification des plaquettes, c'est-à-dire le 1.1 et toutes les teintes de plaquettes ont été remplacées par des numéros. L'idée était que lors de l'exercice visuel, on pouvait se servir des dents. Donc toutes les dents qui étaient numérotées étaient dans un petit sachet. L'idée était de piocher une dent et essayer de la remettre en bonne position en rapport avec le teintier Vita classique. À partir de ces résultats, j'ai pu établir des graphiques, j'ai pu faire des comparaisons de données, et ces comparaisons de données m'ont donné ce qu'on va voir ensemble. Donc ici, Jean-Pierre Cazu, qui est maire ouvrier de France, qui est à l'exercice sur l'analyse visuelle de la remise en place du teintier. Je tiens également à le saluer parce qu'il fait partie de nos pairs dans la profession. Jean-Pierre est quelqu'un qui m'a emmené lors d'un stage à de nombreuses discussions et qui m'a dit pourquoi tu n'irais pas faire ton CPES céramique et occlusion. Tu verras, tu vas apprendre plein de choses et c'est un moment où tu vas pouvoir te découvrir toi-même et passer un plafond de verre. Et effectivement, il s'est prêté au jeu et il fait partie des personnes qui nous ont accompagnés tout au long de ce CPES à maintes reprises, puisqu'il était présent lors de plusieurs sessions. Et je tiens à remercier son partage et son savoir-faire et la transmission qu'il a su nous communiquer.
Donc moi, ce que j'ai décidé de faire dans cette analyse visuelle, j'ai choisi un panel environ de 100 personnes, avec des personnes initiées à la prise de couleur et des personnes non initiées. Les personnes initiées, c'est-à-dire des chirurgiens dentistes et des prothésistes dentaires. Les personnes non initiées, des gens de la famille, de l'environnement proche, des gens qui voulaient simplement se prêter à l'exercice de remise en place du teintier visuel. Et à partir de ces résultats, j'ai pu avoir des réponses sur les questions que je me posais au niveau des teintiers. Donc, comme je l'ai dit, l'étude a également été confrontée au spectrophotomètre, c'est-à-dire que chacun des deux teintiers a été passé sous les longueurs d'onde du spectrophotomètre pour en capter des valeurs. Ces valeurs ont été analysées. J'ai pris 7 relevés sur chacune des teintes pour en faire une moyenne et ensuite comparer ces moyennes. Donc, il faut savoir que le spectrophotomètre, c'est un outil très performant. Ici, le spectrophotomètre EasyJet 5, qui a été mis à l'épreuve, m'a donné des résultats totalement convaincants. Mais néanmoins, il me laisse toujours un point d'interrogation et je suis dans la mesure de m'interroger sur le fait que le spectrophotomètre, c'est très bien, c'est un outil qui est très pertinent pour le contrôle de la couleur, dans l'utilisation même pour nous en laboratoire en bout de chaîne de fabrication pour contrôler la couleur. Lorsqu'on a une journée de production de 8 heures, 10 heures, on n'a plus l'éveil et la suffisance oculaire pour contrôler cette couleur. Donc des fois, c'est vrai que le spectro peut nous apporter des réponses. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Tout simplement parce que le spectrophotomètre, en l'occurrence celui-ci, mais je pense que dans d'autres spectrophotomètres c'est la même chose, ce sont des petits logiciels qui sont calibrés sur des valeurs LAB. Donc les valeurs LAB qui sont calibrées dans ce logiciel sont des valeurs LAB qui ont été données par Vita. Et l'interrogation que je me suis posée, c'est mais en fait, en réalité, les valeurs LAB qui sont présentes dans le spectro, pourquoi serait la référence? Parce que j'ai découvert au cours d'une étude qu'un ami qui a fait le CPES avec moi a fait que le A3 de la céramique qui est utilisé chez GC ne sera pas le même A3 du pot de céramique qui va être utilisé chez Noritake et qui ne sera pas le même A3 que le pot de céramique qui va être utilisé chez Dentorum. Donc en réalité, on utilise des produits céramiques avec une valeur standardisée, on va dire le A3, mais en fait, qui a la réponse? Moi, je l'ignore. Et en tout cas, le spectrophotomètre ici va me donner un ordre de grandeur, mais il reste toutefois pertinent dans l'analyse et il va me donner quand même des réponses. Et enfin, pour finir cette étude, j'ai utilisé la photo numérique au moyen d'une carte de calibration. Pour être certain d'être dans le même environnement lumineux, je me suis servi de cette carte. Et j'ai fait des photos polarisées de chacune des teintes du teintier et des photos non polarisées. Et ensuite, j'ai confronté ces résultats et on va avoir les réponses ensemble. Résultat des mesures des teintiers Vita. Donc ici, sur ce graphique, on a une illustration des résultats sur l'analyse visuelle parmi toutes les personnes qui se sont prêtées à l'exercice, c'est-à-dire les personnes initiées et non initiées. Qu'est-ce que l'on remarque qui peut paraître assez perturbant? C'est que le taux de réussite sur le A3, le B3, le C1 et le D4 ont des valeurs inférieures à 50%, et notamment sur le A3. Le A3 va nous donner une valeur de taux de réussite de 33%, ce qui est relativement faible. Donc, ce qui veut dire que les gens, à l'exercice du test visuel, ont échoué sur la mise en place du A3 en correspondance au teintier Vita classical. Ici, les résultats de l'analyse spectro-photocolorimétrique. Donc, on s'aperçoit que le teintier B est légèrement plus lumineux que le teintier A. On observe deux courbes qui se suivent, mais qui ne sont pas totalement identiques. Qu'est-ce qu'on remarque également? Que 3 familles de couleurs se dégagent. On a la famille des A, B et C qui vont être ensemble, et également la famille des D. La valeur de rouge et la valeur de jaune a également été étudiée, donc à savoir que le spectrocolorimètre de chez Vita s'exprime en valeur LCH. C'est la même chose que les valeurs LAB, simplement que c'est pris dans un autre environnement, d'autres coordonnées. Ici, ce sont des coordonnées polaires. Les valeurs LAB, ce sont des coordonnées cartésiennes. Donc ici, sur les valeurs de rouge, on retrouve toujours nos familles de couleurs A, B, C et D, avec des axes qui sont assez semblables et assez similaires. Par contre, au niveau de la valeur de jaune, on va retrouver un phénomène de dispersion au niveau des axes et au niveau des graphiques. Ce qui nous conduit à dire et à voir que le teintier A a plus de valeur de jaune au niveau de la coloration des plaquettes de teinte. Enfin, j'ai comparé également donc ces résultats avec l'analyse photo qui m'a permis d'établir et d'élaborer les mêmes graphiques
dans l'idée que les graphiques du spectrophotomètre. Donc d'après l'analyse photo du teintier B, celui-ci est légèrement plus lumineux que le teintier A, donc il vient conforter ce que le spectrophotomètre m'a indiqué, mais pas sur toutes les teintes. Et également, 3 familles de couleurs se distinguent, la famille A, B, C et D. Donc jusqu'ici, on est en parfaite corrélation, concordance avec ce que le spectrophotomètre nous donne comme réponse. On peut apercevoir également que les courbes sont un peu moins dispersées et un peu plus proches, donc ce qui peut laisser à penser, objectivement, que les valeurs prises avec l'appareil photo vont être un peu plus précises, sans doute, que les valeurs que le spectrophotomètre nous donne. En tout cas, il nous indique globalement et sensiblement la même chose. Enfin, la valeur de rouge a été étudiée ici avec le A, c'est-à-dire la différence, le delta A entre chacune des teintes de chacun des 2 teintiers, et la valeur de jaune. Donc pareil, on retrouve à l'identique nos familles de couleurs A, B, C et D. Ce qu'on constate sur l'axe des jaunes, le phénomène de dispersion est beaucoup moins présent grâce à la photo numérique. Donc ce qui laisse à penser qu'on a un peu plus d'objectivité et sans doute un peu plus de précision. Je n'oublie pas le fait que moi j'ai pu incorporer dans ma prise de mesure un biais humain sur la prise de mesure avec le spectrophotomètre. C'est aussi des possibilités. C'est pour ça que ces valeurs ont été avec le spectrophotomètre mesurées environ 7 fois pour en faire une moyenne, pour justement diminuer l'incidence entre la calibration de l'appareil et le biais que moi je vais pouvoir apporter, l'erreur humaine que je vais pouvoir apporter selon comment je vais poser ma sonde de spectrophotomètre pour faire le relevé de couleurs. Enfin, grâce à l'analyse photo et grâce à la possibilité de calculer le delta erreur, on a pu comparer donc ce delta erreur entre chacune des teintes des 2 teintiers, des teintiers A et des teintiers B. Donc, j'avais demandé de garder à l'esprit le delta erreur de 2 que j'ai ici illustré avec une ligne verte. Et enfin un delta erreur placé à 4 qui est illustré par une ligne rouge qui va représenter une très grande différence de couleur. Qu'est-ce qui m'interpelle en premier lieu sur cette représentation graphique? C'est que le teintier A va présenter une différence de couleur qui est presque de l'ordre d'un delta erreur de 6. Donc on a passé, au niveau de la norme DIN, on est passé au-dessus de 5, donc d'une très grande différence de couleur. Globalement, il y a plus d'une couleur sur 2 qui est en dessous du seuil d'acceptabilité qui a été fixé à 2 au niveau du delta erreur. Ce qui démontre qu'en fait, le teintier A et le teintier B va présenter des différences significatives au niveau de la couleur et au niveau de cette analyse. Donc, sur l'ensemble de ces analyses, je me propose de comparer les observations qui ont été faites sur les teintes qui ont eu le pourcentage de réussite le plus faible au test visuel. Donc on va retrouver évidemment la teinte A3. Alors moi ça m'interpelle toujours, pourquoi? Parce que le A3, c'est une teinte qui est très répandue dans l'utilisation quotidienne. Il n'y a pas d'études qui me le montrent, il n'y a pas d'études qui me le prouvent. Mais je pense que dans nos prescriptions, on a régulièrement des couleurs qui sont demandées en A3. Et ici, paradoxalement, le A3 subit un échec au test visuel qui est expliqué scientifiquement pourquoi en fait on a un échec. On voit que c'est à cause d'une différence de luminosité qui a été exprimée aussi bien par le spectrophotomètre qui va vraiment nous indiquer cette différence de luminosité entre les 2 A3, mais également c'est confirmé par la photo numérique où on voit qu'on a un delta au niveau de la luminosité qui est de 5,3. Enfin, sur les teintes B3, D4 et C1, on a également des moyennes de réussite au test visuel qui sont inférieures à 50%. Donc qu'est-ce qui va ressortir de ces résultats? Ça va être la différence au niveau de la valeur de jaune entre ces 2 teintiers. On a des valeurs de jaune qui sont assez significatives pour le spectrophotomètre, mais qui ne sont pas confirmées par la photo numérique. En tout cas, sur les analyses photos qui ont été faites, que ce soit LAB ou polarisées ou non polarisées, on ne retrouve pas cette différence de couleur. Souvenez-vous des graphiques, sur l'appareil photo, il n'y avait pas de dispersion des axes au niveau des graphiques, donc on était sensiblement identiques. Cette dispersion, on l'a retrouvée sensiblement avec le spectrophotomètre. Ouais. Ah oui, c'est parce que on ne voyait pas le texte, mais c'est parce que j'ai fait un retour en arrière. Mais c'est ce que je vous ai expliqué finalement, donc voilà, nous y sommes. Ici, sur la première photo, donc on a les 2 plaquettes A3 de chacun des teintiers, donc du teintier A et du teintier B. Et enfin, sur la deuxième photo, je suis venu virtuellement faire une découpe de mon échantillon A3 que je suis venu superposer sur la seconde plaquette du teintier pour voir où se trouvait justement et constater visuellement cette différence de couleur.
Moi, quand je regarde la première photo, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure de dire que le problème est un problème qui viendrait de la luminosité. Effectivement, l'appareil photo va nous montrer qu'il y a une différence de luminosité, le spectrophotomètre va nous confirmer tout ça. Néanmoins, moi, ma perception visuelle et ma sensibilité ne me permettent pas de dire que c'est une différence de luminosité. Je sais qu'il y a une erreur, mais je ne sais pas d'où elle vient. Aujourd'hui, grâce aux outils que nous disposons, et grâce au LAB dans le dentaire, et grâce aux appareils de mesure, on est capable de dire le problème, là, sur cette plaquette et sur cette teinte, vient donc de la luminosité, et on se rend compte que lorsque l'on superpose les deux plaquettes, réellement, on se trouve sur 2 à 3 complètement différentes. Quand on voit la seconde photo, on a bien quelque chose qui est réellement différent, et autant ça ne nous choque pas visuellement, on ne fait pas une distinction immédiate de différence, que sur les CH virtuels, on va tout de suite se rendre compte de la pertinence de cette différence. Au vu des résultats obtenus, puisque je suis dans le cadre d'un examen et que ça va être lu par un jury et que ça va être soumis à la lecture de plusieurs personnes, l'étude a été élargie en rajoutant deux nouveaux teintiers que j'ai nommés les teintiers C et D. Pourquoi? Tout simplement pour le fait qu'on me dise Flo, t'as pas eu de chance, tu t'es retrouvé sur deux teintiers effectivement qui semblent pas être similaires, qui présentent des différences. C'est peut-être un coup de pas de chance. Donc je voulais écarter un petit peu ce coup de pas de chance et cette idée. Donc j'ai décidé de confronter deux autres teintiers que je vais nommer les teintiers C et les teintiers D. Et en voilà les résultats. Donc les valeurs dont le delta erreur sont supérieures à 2 au niveau des plaquettes vont être considérées comme non similaires. Et on se rend compte de quoi? Qu'entre le teintier A et B, j'ai le meilleur taux de similitude au niveau des deux teintiers avec un résultat de 31%. Enfin, entre le teintier A et le teintier D, donc le nouveau teintier qui a été mis à l'épreuve, j'ai un taux de similitude, un pourcentage de similitude qui est de 13%. Et au final, les premiers teintiers que j'ai mis à l'épreuve dans ces analyses s'avèrent avoir les meilleurs résultats en termes de similitude. Ce qui me laisse à penser, ce qui me laisse à dire que les teintiers en fait présentent des différences de similitude. Néanmoins, je ne remets pas en cause l'utilisation quotidienne de ces teintiers. Ces teintiers les résultats sont issus d'une analyse et d'une expertise dans un domaine très strict de recherche. Simplement, l'idée que je souhaite véhiculer, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de se détacher un petit peu des moyens qu'on nous met à disposition pour dire ouais ok, bon, on travaille avec des pots de céramique qui n'ont pas la même couleur. Ça c'est une étude qui a été faite par un ami qui a fait le SPS avec moi, je le redis, qui s'appelle Benoît Dehé. On travaille avec des teintiers qui ne sont pas similaires, mais on nous demande d'être objectif parce que dans notre carrière, on a tous été confrontés au fait qu'à un moment donné, on livre une couronne qui est prescrite en A3, le praticien nous appelle, nous dit allô, c'est pas du A3 que tu m'as fait, mais en réalité si, je t'ai fait du A3, mais il y a plein de facteurs et il y a énormément de choses qui peuvent contredire tout ça, notamment la lumière, les matériaux, les teintiers. Pour la lumière, il y a mon ami Pierre Dulac qui va faire une présentation après, qui rentrera un peu plus dans le détail et qui sera un petit peu plus pertinent au niveau de ses explications. Moi, j'essaie vraiment de donner une approche généraliste sur l'analyse de la couleur et des moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir quantifier et contrôler cette couleur. Donc enfin, j'ai fait des essais de reproductibilité de la couleur par la technique de microstratification. Dans cette étude, je suis un utilisateur des produits GC, donc j'ai utilisé le coffret de microstratification GC, le EQ One Skin, comme je vous le disais, pour simplement vérifier la pertinence de l'utilisation de ces coffrets. Donc, l'avantage de ces produits, c'est qu'ils sont utilisables sur différents supports, aussi bien sur de la zircone que sur des disilicates usinés en des lingotin usinés, ou alors des lingotins pressés. Donc peu importe le support qu'on va avoir, on va pouvoir utiliser cette méthode de travail sur différents supports. L'avantage, c'est que la microstratification, dans notre production quotidienne, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Dans nos productions et dans nos laboratoires, on n'a pas trop le temps de tergiverser sur comment je vais faire, quel protocole je vais utiliser. Il faut savoir utiliser un protocole qui est fidèle, fiable et surtout reproductible. Donc en tout cas, la digitalisation de la profession nous permet et nous conduit forcément à de la reproductibilité grâce au numérique. Mais à l'ère du numérique, pourquoi on ne se poserait pas la question de se dire on a des outils qui nous permettent de travailler de manière numérique dans nos productions, puisqu'on digitalise nos empreintes, on digitalise nos usinages. Néanmoins, la couleur n'est pas digitalisée. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation, pourquoi on ne se poserait pas la question de se dire ok, je peux être super précis dans mon usinage, au centième, au dixième, voilà, je peux aller très loin. Néanmoins, la couleur va rester totalement subjective
alors qu'on a sous la main quand même des outils qui nous permettent de devenir très objectifs dans le contrôle de la couleur. Donc ici, l'échantillon a été réalisé donc, avec le coffret de stratification. L'idée était de partir d'une base blanche, où j'ai poussé à l'extrême la différence entre le point de départ et l'objectif à réaliser pour savoir si en 2 cuissons, j'étais capable de me diriger vers la demande qui est ici en A3. Donc une représentation, voilà, grâce au digital, j'ai pu faire mes petits échantillons. Donc sur la base blanche, j'ai fait une réduction de 4 dixièmes. Et sur des bases de zircone pré-teintées, j'ai fait une réduction de 2 dixièmes en me disant qui peut le plus, peut le moins, autant me mettre dans la difficulté et m'efforcer de faire quelque chose de très complexe. Si j'arrive à faire cette chose de très complexe, je réussirai à faire le maquillage et la couleur sur une base de zircone qui est déjà intégrée au niveau de la couleur. Donc ici, les objectifs, donc, comme on l'a vu sur la photo, c'est de partir d'une base blanche et de faire une couleur en A3, et également de partir d'une base de zircone teintée et de réaliser un échantillon en A1. Donc voilà, après la première cuisson de maquillage, la première cuisson, elle va avoir 2 rôles. Le premier rôle va être de maquiller la structure. Ici, on voit que l'objectif est que lorsque l'on va faire le maquillage en microstratification, l'objectif est de s'approcher le plus possible de la couleur finale, parce qu'il faut bien prendre en compte que la faible épaisseur de céramique que l'on va mettre en deuxième temps sur la deuxième cuisson ne va pas avoir d'incidence fondamentale sur la couleur. Donc il faut vraiment, quand on travaille de cette méthode-là et de cette manière-là, essayer de s'approcher visuellement, en tout cas le plus près possible de l'objectif que l'on souhaite obtenir. Donc voilà, ça c'est l'objectif de la première cuisson, donc c'est de s'approcher de la couleur souhaitée et d'établir la connexion entre la zircone et la céramique. La deuxième cuisson, ça va être tout simplement la stratification des masses qui va être dentine, transparent opalescent, émail. Ça ne va pas chercher plus loin au niveau des poudres que je vais appliquer sur mon échantillon. L'avantage de la céramique que j'ai utilisée là, c'est qu'elle va avoir 2 rôles. En sortie de cuisson, elle va être autoglaçante. Autoglaçante selon les paramètres de réglage que l'on va avoir dans son four. Il faut prendre sur le fait que, bien entendu, elle va sortir autoglaçante à condition qu'on ait les bons paramètres de réglage, qu'on ne soit pas sous-cuit, ou dans ce cas-là, elle ne va pas être glacée, ou qu'on ne soit pas trop cuit, ou dans ce cas-là, elle va être complètement trop glacée, et elle va être d'aspect trop brillant. Ça permet quoi? Ça permet un gain de temps, puisqu'on peut travailler les états de surface au pinceau directement, et venir simplement corriger un petit peu nos états de surface à la fraise, et venir faire un petit polissage mécanique par la suite. Donc ici, les résultats finaux sur les échantillons qui ont été réalisés, donc en 2 cuissons. En tout cas, visuellement, moi, le coffret de microstratification me donne satisfaction puisque l'objectif est atteint, ici en tout cas visuellement, de ma propre perception visuelle. Quand je présente cette photo, la photo est prise dans le même environnement lumineux, côte à côte, et visuellement, c'est quelque chose qui semble relativement acceptable. Enfin, pour le 1.1, on se rend compte que la photo est également acceptable et que l'objectif est atteint, on arrive assez facilement à se diriger vers du 1.1. Sur l'analyse visuelle ici, je suis fier, je suis content. Je fais cet échantillon et j'envoie la photo à mes copains avec qui je partage le CPS en leur disant c'est plutôt cool, regardez les gars ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de maquiller mon échantillon blanc en voulant être représentatif vers du A4. J'ai poussé un peu plus loin l'exercice en me disant le A4 c'est une teinte qui est quand même relativement foncée, assez saturée, et on a un vrai delta au niveau de la luminosité, une vraie grosse différence. Et pourquoi j'ai fait sur une EMI partie? Tout simplement pour montrer qu'on se rende compte de la faible épaisseur effectivement qu'il y a en application sur le support. Donc c'est-à-dire que je suis vraiment à une épaisseur qui doit être de l'ordre de 3-4 dixièmes, pas plus. Je suis très flatté, je suis content, j'envoie la photo, mes copains sont contents. Et j'ai une petite anecdote sur ça. Il y a Denis Elkaïm qui est présent ici à la présentation. Et il vient nous animer une session au CPES. Et le matin, on était en train de prendre le café, les croissants, et Denis arrive. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré, mais j'avais hâte de voir qui il était et ce qu'il avait à nous apporter. Le matin, il arrive, il me dit « J'ai reçu une photo, qui c'est qui a fait ça ?» Et il me montre cette photo-là. Donc moi, assez gêné et assez intimidé, je dis je dis rien en fait. Et puis c'est les copains qui me disent mais c'est Flo, il est là. Et en fait, ils me disent c'est génial ce que tu as fait et tout, c'est vraiment super représentatif et tout, c'est tip top. Donc j'ai été super flatté. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite illustration de ma fille, Mathilde, qui n'est pas présente ce matin mais qui est pas très loin de chez moi, pas très loin de moi. Et donc voilà, mon ego est très content, je suis super satisfait de l'analyse visuelle en tout cas.
Néanmoins, l'exercice est poussé, puisque je vous l'ai dit, j'ai confronté l'analyse visuelle spectro-photo, donc dans la logique de toute bonne chose qui se respecte, j'ai fait une analyse photométrique de cette photo, et le spectrophotomètre va m'indiquer un delta erreur qui est de 5,1. Et là, mon ego, tout de suite, il redescend. Donc, à travers la bouille de ma petite, je me retrouve à me dire ah, Flo, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Soit tu n'es pas bon en maquillage, soit il y a un biais technologique que tu as mis au moment de la relevée de couleur. En tout cas, moi, je suis peu fier et je suis assez dubitatif sur les résultats que j'obtiens, sur la valeur et sur le delta erreur de 5,1. Mon ego me dit non, c'est pas vrai, il y a un souci, on se trompe à quelque part. Et en fait, non, on ne se trompe pas. Ici, je viens virtuellement glisser le même échantillon qui a été maquillé sur la dent A4. Et la réalité de l'essayage virtuel, elle va montrer que le spectrophotomètre a réellement raison, qu'on est sur une très grande différence de couleur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de donner entre science, perception et réalité, parce qu'en vraiment, il y a énormément de facteurs fondamentaux à prendre en compte. C'est pour ça que ce matin, c'est assez passionnant. J'ai la chance de m'exprimer sur la couleur, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec vous. Donc là, voilà, j'étais un peu en pleurs, et puis je repensais à Denis qui me disait c'est top ce que tu as fait, je vais lui renvoyer la photo, et il va me dire c'est un peu moins top finalement ce que tu as fait. Donc en tout cas, moi je me suis amusé à faire cette recherche, c'était pour moi un moment assez sympathique, et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses, un univers qui est super accessible quand on cherche à le démocratiser. Malheureusement, je suis sur un fichier PDF. Je vais reprendre. Pourquoi, selon vous, adopter le protocole de microstratification dans vos laboratoires? Est-ce que vous avez des idées, des réponses? Est-ce que certains parmi vous utilisent la microstratification? Alors, tout simplement, c'est pas génial, mais on a la possibilité d'avoir un phénomène de reproductibilité. On va faire une reconstruction céramique. Le patient va valider, il va être content. Malheureusement, un fait de vie ou un accident va conduire à ce que sa prothèse, malheureusement, elle casse. Le fait d'avoir validé numériquement par un essayage train, par des différentes maquettes d'essayage, le projet prothétique va nous permettre d'avoir dans notre base de données, dans notre cloud, le projet conservé. Donc on va pouvoir ressortir à l'identique l'infrastructure comme elle a été faite. Et moi, en faisant mon travail de céramiste de microstratification, je m'enlève un stress où je n'ai plus à penser à la forme, en tout cas, puisqu'elle a déjà été dictée. Je n'ai plus qu'à suivre les grandes lignes du travail du designer. Pour moi, le vrai combo aujourd'hui, c'est le travail entre le designer et la personne qui va s'occuper du cosmétique. C'est un vrai partenariat, c'est un vrai travail qui doit se faire main dans la main. Elle va également permettre une appréciation immédiate de la couleur, où effectivement, quand on va maquiller, on va tout de suite se rendre compte de la couleur qu'on pose, comparé à la méthode traditionnelle où on va poser nos poudres céramiques, on va avoir nos poudres qui vont sécher, qui vont être blanches, on va les mettre au four, et comme tout céramiste, on a juste une attente, c'est que le four se lève, on va tout de suite regarder l'appréciation immédiate de la couleur de notre travail de stratification. Enfin, il y a un gain de temps qui est indéniable, puisqu'on a beaucoup moins à penser et beaucoup moins à faire en termes de forme, on a juste à se concentrer sur la couleur. C'est également une méthode d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide que la stratification traditionnelle. C'est ce que je dis, j'ai la chance de pouvoir donner des formations à des stagiaires. Je rencontre des stagiaires qui sont à l'école ou sortis de l'école et ils peuvent très rapidement, avec un peu de travail, un peu de patience et un peu de savoir-faire, obtenir des résultats que moi, en stratification traditionnelle, il m'a fallu de très longues années avant de pouvoir espérer obtenir quelque chose qui va moins me satisfaire, en tout cas. Et enfin, la microstratification, elle va aussi permettre une diminution du risque d'écaillement de la céramique. Pourquoi ? Parce qu'une armature traditionnelle, si elle n'a pas une très bonne homothétie et qu'elle n'est pas pensée correctement, elle va être très facilement exposable à des risques d'écaillement de la céramique ou de décrochement de la céramique sur la structure. Enfin, en pratique, quelques petites réalisations qui ont été réalisées, ici notamment en microstratification, où on peut aller vraiment très loin dans le travail de maquillage. Il n'y a pas de limite, en fait. Les limites qu'on va avoir, ça va être uniquement celles que l'on se fixe. Donc on peut caractériser à souhait, dans le détail le plus possible, nos réalisations. Ici, j'ai une illustration donc de la colorimétrie LAB. Moi, je suis là pour vous communiquer ces informations. C'est informatif, c'est pas formatif, donc je ne rentre pas dans le détail de comment ça fonctionne, ni pourquoi, comment. Pour ça, il y a vraiment des formations qui sont adaptées et je vous invite à suivre, à se renseigner, à s'intéresser à tout ça. Donc ici, c'est un cas que j'ai réalisé. Il y avait une réflexion de couronne sur une 12 en zircone à faire. Donc j'ai une photo ici, non polarisée, qui se présente à moi. Une analyse est faite.
Les outils digitaux me permettent de venir faire un essayage virtuel grâce à la carte de calibration. Cette carte de calibration me permet de m'assurer que je suis dans le même environnement lumineux. Donc j'ai la possibilité de venir essayer l'échantillon céramique que j'ai réalisé et de le contrôler. Donc le résultat ici, moi, je le trouve relativement satisfaisant, donc je me permets de l'envoyer. Et je suis détaché d'une appréhension, l'appréhension de me dire ma couronne va être rejetée par rapport à quoi? La couleur. Aujourd'hui, c'est un stress que je ne vis plus. Pourquoi? Parce que je peux contrôler. Alors je ne le fais pas sur tous les cas. En tout cas, sur les cas d'intérieur unitaire, c'est quelque chose que je fais et qui me libère d'un certain stress. Ici, c'est l'intégration en bouche. Donc la patiente était super contente, le praticien également. Je me suis permis de faire venir la patiente au laboratoire pour prendre la photo, tout simplement parce que le praticien n'a pas pensé à faire la photo une fois que la couronne a été posée. Ici, pareil, second cas, où on a une photo polarisée, non polarisée, qui sont présentées avec une reconstitution de couronne à faire. Il y a effectivement beaucoup d'harmonie, beaucoup de couleurs dans la bouche. En tout cas, le patient voulait quelque chose qui se rapproche de sa 12. Donc l'idée était de faire quelque chose qui se rapproche le plus possible de sa 12, si bien que quand je vois la photo, je me dis il y a aussi peut-être la 21 à repenser. En tout cas, le patient est content, mais il me demande d'avoir une similitude entre la 12 et ses nouvelles reconstructions céramiques. Le résultat en bouche de la photo polarisée, donc on voit que l'intégration est parfaitement faite et relativement contrôlée. Et enfin, la photo non polarisée va nous emmener sur un résultat qui va satisfaire le patient et le praticien. Donc pour moi, l'objectif est acquis. Néanmoins, on trouve toujours, nous, en tant que prothésiste dentaire, en tant que technicien, des petits détails sur lesquels on a envie de chipoter, mais il faut savoir essayer de relâcher un petit peu tout ça et de se décompresser et de se détendre avec ces analyses photos. Enfin, j'ai quelque chose que j'aime bien, c'est une philosophie que j'essaye de retransmettre à mes enfants. Mes enfants étaient petits quand j'ai fait mon CPS, elles m'ont beaucoup vu travailler, j'ai sacrifié beaucoup de dimanches de balades en vélo pour pouvoir travailler et puis pouvoir avancer et aller au bout de cette étude. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles et c'est quelque chose que j'adore. Enfin, c'est une vraie philosophie de vie. Si on n'essaye pas, on ne sait pas, et si on ne sait pas, on pense que c'est difficile, et en réalité, plus on va s'entraîner, plus on va exercer, et plus cela va nous paraître facile. C'est Sénèque qui a créé cette citation, c'est un petit peu de philosophie. Voilà, donc toute cette étude a été bâtie autour du projet CPES que j'avais entre 2021 et 2023 qui m'a permis d'apprendre et de découvrir tellement de choses et de partager des moments inoubliables avec toute une bande de copains que je me suis fait. Donc j'invite toutes les personnes présentes ici qui ont envie de passer un plafond de verre, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'évoluer, de tendre vers la formation, parce que la formation c'est quelque chose, c'est une des choses et c'est un des moteurs essentiels pour faire avancer notre profession dans les temps actuels où on voit que c'est souvent difficile dans les laboratoires. Moi je pense qu'il faut essayer de prendre le contre-pied de tout ça, essayer de se former, essayer d'avancer. Donc j'encourage toutes les personnes présentes ici à s'inscrire, qui ont envie de découvrir une aventure formidable. Enfin, je tiens à remercier l'organisation du Dental Forum pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de venir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Et puis vous pouvez également me suivre à travers les réseaux sociaux où j'essaye de partager dans une mesure assez simple mon quotidien et puis les petites choses que je fais dans mon laboratoire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci Florian, je te remercie pour cette super présentation. Merci à toi Robert. J'ai une question simple, c'est est-ce que c'est stressant de faire une conférence au Dental Forum? Oui. Te dire non serait te mentir. Donc il y a plusieurs types de stress. Il y a le stress positif et il y a le stress négatif. Moi j'étais empreint d'un stress plutôt positif, une positive attitude où voilà, j'avais envie de venir avec vous, vous rencontrer, communiquer. Alors forcément c'est stressant de prendre la parole devant des milliers de personnes qui sont ici devant moi. On voit il y a des gens debout et tout, donc c'est relativement compliqué. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi. Et en tout cas, encore une fois, merci à l'organisation, à l'équipe du Dental Forum d'avoir permis cette opportunité-là. Merci à Audrey. Et merci à Audrey, effectivement. Audrey qui est mon épouse et qui est un moteur et un pilier essentiel dans tout ça. Parce que je vous l'apprends pas, on est prothésiste dentaire. Je l'ai dit, la couleur, on ne l'apprend pas à l'école. Quand je me suis lancé dans ce sujet, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je tiens toujours à souligner, c'est vrai que Robert le dit, merci à Audrey. C'est une personne qui n'est pas présente ici, elle est avec les enfants. J'aurais très aimé qu'elle puisse participer à cette conférence. En tout cas, Audrey, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'ayant pas de formation scientifique, n'ayant pas de formation scolaire super poussée comme certains peuvent l'avoir,
m'a permis de me poser des questions, m'a permis de m'ouvrir et avoir un esprit scientifique, puisqu'elle elle est de formation scientifique étant ingénieure de formation. Donc toute cette recherche, c'est pas un travail solo, c'est vraiment un vrai travail d'équipe. J'ai eu de la chance de pouvoir associer mon épouse au sein de cette... au sein de ce travail, et au final ben, on est tous sortis super enrichis, aussi bien elle que moi, parce que ben, elle étant ingénieure, elle a l'esprit qui mouline beaucoup plus vite que le mien, et elle va avoir l'esprit très cartésien, me dire attention Florian, tu es dans de la recherche, les résultats que tu as, il faut simplement que tu les expliques, il ne faut pas que tu sois dans l'interprétation, et c'est vrai qu'elle a énormément cadré ce travail de recherche. Merci à vous. S'il y a d'autres questions. Alors soit j'ai été clair, soit les gens ne sont pas intéressés, mais voilà, je dirais plutôt que j'ai sans doute été clair. Merci.